Salut tout le monde, Nicolas Richard au micro et aujourd'hui à l'émission, on simule la composition du prochain repêchage d'expansion de la LNH des Golden Knights de Las Vegas. L'invité du jour, Damien Muller, bienvenue à Jeune d'aujourd'hui. Salut tout le monde, donc comme je l'ai mentionné en ouverture, aujourd'hui une émission spéciale, appelons-la ainsi. Je ferai pas d'actualité au début comme je le fais habituellement, je vais plutôt sauter directement dans le vif du sujet parce qu'on a une émission chargée mais qui devrait être fort intéressante avec un ami à moi qui suit le hockey, qui suit le baseball, le tennis, le soccer, bref, une panoplie de sports, qui connaît ses trucs et qui aime en parler. Je vous présente le premier invité, l'invité du jour, Damien Muller. Bonjour. Damien, comment vas-tu? Ben, ça va bien et toi? Ça va bien, super, merci. Donc, comme je l'ai mentionné, grosse émission, une émission intéressante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une dose d'excitation comme ça dans le monde du hockey, avec le repêchage d'expansion qui arrive mercredi le 21 juin. Il y a beaucoup de pourparlers en ce moment dans le monde du hockey, puis les amateurs sont vraiment sont attentifs à ces pourparlers-là, puis on a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Ben, tout à fait. Écoute, une nouvelle équipe qui s'ajoute, du 31e. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une expansion dans la Ligue nationale. C'est pas rien, c'est une nouvelle équipe. Beaucoup de pourparlers aussi avec l'histoire de la Ligue nationale qui empêche de savoir les échanges de choix pour éviter que certains joueurs qui ne peuvent être protégés ne soient pas repêchés. Certains joueurs qui se voient déçus par la décision de leur équipe de ne pas les protéger ou d'autres qui sont surpris d'être protégés. Beaucoup de mouvements dans la Ligue nationale, donc effectivement c'est quelque chose c'est un sujet très intéressant en ce moment. Puis d'habitude les amateurs de hockey aiment parler, là, tu sais, d'habitude la finale de la Coupe Stanley se termine. Puis là, on attend jusqu'au repêchage. Et par après, c'est le 1er juillet, la grosse journée pour les amateurs de hockey. Mais là, cette année, la Ligue nationale nous offre vraiment un beau cadeau. Justement, pour tous les amateurs de parler puis de faire nos prédictions comme des vrais gérants d'estrade savent le faire. D'à quoi va ressembler l'équipe de Las Vegas, justement, de George McPhee. Ben oui, non, exactement. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est le hobby de tout fan de sport, c'est de pouvoir se mettre à la place, donc de s'imaginer le repêchage. Alors d'autant plus que le repêchage de jeunes est pas aussi alléchant qu'il l'a été le dernier, par exemple. Alors là, le repêchage d'expansion vient prendre toute l'attention, effectivement. Donc l'exercice qu'on a fait tous les deux, c'est de se mettre dans la peau, dans les souliers de George McPhee, le directeur général des Golden Knights. Puis on a fait notre propre équipe, à quoi pourraient ressembler les Golden Knights dès la saison prochaine. Donc, je rappelle les critères ou les consignes qu'avait respecté l'équipe de George McPhee. Il devait avoir repêché un joueur par équipe, des listes. En fait, la liste est sortie hier. Et McPhee doit prendre un joueur par équipe qui n'est pas protégé par chaque équipe de la Ligue nationale. 20 joueurs d'entre eux doivent être absolument sous contrat pour la saison prochaine. Il doit respecter le plancher salarial et le plafond, donc le plancher qui est de 55,4 millions et le plafond de 75 millions dès la saison prochaine. Donc, c'est comme le barème qu'il y avait pour construire son équipe. Donc, sans plus attendre, je vais commencer par te demander, tes choix, tes gardiens que tu choisirais si tu étais à la place de George McPhee. Ben, alors, au niveau gardien, j'ai été avec le premier choix qui, selon moi, est le plus évident. Alors, évidemment, avec toute l'attention qu'il y a, il y a des gens qui commencent à dire que peut-être il ne sera pas pris par Las Vegas, mais moi, je suis sûr qu'il sera pris par Las Vegas, c'est Marc-André Fleury. Tout simplement parce qu'un gardien de sa trempe, 32 ans, effectivement, il est plus tout jeune, mais c'est un gardien qui a de l'expérience, qui a gagné, et en dehors de 2 ou 3 contre-performances dans les séries actuelles, il a connu une excellente saison, alors que Matt Murray, le jeune qu'on attendait à Pittsburgh, a eu sa blessure. Très bon début de série, très bien fait contre Washington, quand même dans les circonstances. Moi je pense que c'est le premier choix, c'est Marc-André Fleury. Je pense que ça va lui faire du bien aussi d'arriver dans un nouveau marché où il va vraiment être le gardien numéro 1. Oui, tout à fait, parce que là effectivement malheureusement il a perdu son poste à Matt Murray qui même s'il n'a pas fait toutes les séries a connu surtout les 2 derniers matchs. C'est d'un calme olympien ce joueur. Tes 2 autres gardiens, ou je sais pas si t'en avais pris 3 ou 4. J'en avais pris 4, simplement parce que moi je suis dans la même optique. En gros, pour te dire, Las Vegas Knights, pour moi, je les ai choisis, l'attaque et la défense très jeunes, et aussi dans l'optique d'aller chercher le meilleur joueur disponible pour chaque équipe, quitte à avoir à retrangiser après avec une autre équipe pour aller chercher de meilleurs joueurs. Donc c'est pour ça que moi j'étais avec 4 gardiens, parce que les gardiens disponibles sont
excellent dans ce repêchage d'expansion. Le deuxième dans l'ordre que j'ai pris, c'est Peter Mrazek. C'est un autre choix qui me semble pas mal évident. Ça a été la surprise générale, la plus grosse surprise dans les joueurs non protégés. Chez les Red Wings de Détroit. Exact. Mrazek, ouais. Alors, je pense qu'ils vont aller le choisir. Est-ce qu'ils vont le garder? Je pense pas, ce serait pour une transaction, mais j'ai été le chercher parce que c'est un très bon gardien. Sinon, j'ai été avec Antti Raanta des Rangers de New York. Tout simplement parce qu'à 28 ans et surtout à 1 million par année, c'est un très bon gardien second. Il l'a prouvé avec les Rangers de New York. Pendant l'absence de Lundqvist, il a très bien fait aussi. Exact, voilà. Donc pour moi, c'est un très bon substitut à Fleury, avec un contrat qui n'est pas trop lourd. Et finalement, j'ai pris Calvin Pickard. 2 raisons. Premièrement, je pense que c'est le joueur avec le plus de talent disponible chez les malheureux Colorado Avalanche. Et puis, parce que, encore une fois, ça pourrait soit faire un gardien de la Ligue américaine ou un joueur à rajouter dans un échange pour une équipe qui cherche un gardien second. Pickard qui n'a jamais vraiment eu sa chance avec le Colorado, mais qui a prouvé des bonnes choses, notamment dans le tournoi d'après-saison au championnat du monde, Oui. qui est bon avec l'équipe Canada, mais comme je l'ai dit, on l'a jamais vraiment vu comme il peut garder les buts, parce qu'au Colorado, c'était pas le premier gardien, donc on l'a jamais vu vraiment À son plein évoluer potentiel. à son plein potentiel. Non, effectivement. Donc c'est pour ça que je pense que c'était le meilleur vraiment disponible chez Colorado. Pour ma part, comme toi, mon premier gardien serait Marc-André Fleury, pour les raisons que tu as énumérées. Puis aussi, McPhee, étant un ancien directeur général des Capitals, a souvent vu jouer Fleury. Puis je pense qu'il le connaît très bien, puis il sait à quoi s'attendre de lui. Il sait qu'il a gagné 3 Coupes Stanley, qu'il est athlétique, qu'il est encore en forme. Puis je pense qu'il veut prouver aux Pingouins, puis à toute la Ligue nationale, qu'il est encore en forme, puis qu'il peut encore évoluer à ce calibre-là, puis qu'il peut être le gardien numéro 1 d'une équipe. Puis je pense que pour lui, ça va lui faire du bien de changer d'air, puis justement de prouver qu'il a encore sa place dans cette ligue-là. Oui, c'est un joueur qui, je pense, a du caractère, puis c'est pas un joueur qui est reconnu pour faire la fête ou quoi que ce soit. Non, c'est exactement. un joueur sérieux, donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'adversité va le repousser vers le haut. Le deuxième gardien que j'ai choisi serait Eddie Lack de la Caroline, des Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes qui n'avaient pas grand-chose à donner à George McPhee, mais je pense qu'Eddie Lack a quand même bien fait cette année en remplacement de Cam Ward. Et à 1,5 million, je pense que c'est pas un énorme risque. Puis je pense que pour un deuxième gardien, c'est un bon choix. Très bon gardien, de jeune gardien quand même encore. Mon autre choix, mon troisième gardien, mon dernier que j'ai sélectionné, Kate Kincaid des Devils. Ouais. On l'a jamais vraiment vu jouer à cause de Schneider, qui est un super bon gardien. Fait que Kincaid n'a jamais vraiment eu sa chance. Mais en tant que troisième gardien, à 600 000, je pense que c'est pas un énorme risque pour McPhee de le prendre. Puis pour les Devils, je pense que c'est probablement le joueur le plus attrayant. Sinon, il y avait Mike Camilleri, mais à 5 millions par année, je pense que c'est un beaucoup plus gros risque de prendre Camilleri que Kincaid. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le gardien. Ouais, et puis il y a l'âge aussi de Michael Camilleri. C'est un joueur quand même qui commence à être âgé. C'est ça, à 35 ans, c'est un peu vieux, surtout à 5 millions par année. Et puis il a une saison en dents de scie avec des blessures la saison dernière, donc plus complexe, je pense, à choisir. Donc ça, c'est pour ce qui est des gardiens de but. Maintenant, chez les défenseurs, là, vraiment, on était gâtés parce qu'il y avait beaucoup de défenseurs disponibles, oui, mais de très bons défenseurs, de très haut calibre. Puis McPhee va vraiment avoir une bonne défense là, pour entamer la saison. Ouais, selon moi, il va avoir une bonne défense, peu importe. Effectivement, comme tu as dit, à tel point qu'on avait du choix en termes soit de talent ou de jeunesse ou de bons défenseurs, que plutôt que d'y aller avec un nombre d'attaquants réguliers, j'ai plus été vers les défenseurs. J'y étais avec 11 défenseurs. Encore une fois, moi j'ai quand même été vers la défense, à part dans certains choix évidents. Mais effectivement, McPhee va avoir une disponibilité incroyable. J'aimerais ça juste revenir quelques instants aux gardiens. Je voulais juste mentionner, puis j'ai oublié de le faire, 2 gardiens qui étaient non protégés. Je parle ici de Louis Domingue et Roberto Luongo. Est-ce que ce sont des gardiens qui, à ton avis, pourraient intéresser George McPhee et son équipe? Peut-être un Louis Domingue, simplement parce qu'il est encore jeune, pas encore pris toute la confiance qu'il faudrait pour jouer dans la Ligue nationale, mais il pourrait encore surprendre. Dans le cas de Roberto Luongo, je pense pas du tout. Mais c'est pas contre Roberto Luongo, c'est simplement du fait que de son âge et de la trempe des gardiens de but disponibles comme un Marc-André Fleury ou un Peter Mrazek, c'est plus ce genre de gardiens qu'on va aller chercher qui sont un peu plus jeunes. Tant qu'à aller chercher un Roberto Luongo qui, malgré de bonnes statistiques et de bonnes qualités encore, ne sera
à mon avis, pas du genre à être repêché. Ouais, parce que je voulais avoir ton avis là-dessus parce que c'est deux excellents gardiens qui sont, tu sais, je veux dire, pour leur organisation respective, Luongo chez les Panthers et puis Domingue chez les Coyotes, c'est deux gardiens importants. Fait que je veux juste savoir dans le fond qu'est-ce que t'en pensais, mais je pense que t'as bien illustré la situation, notamment avec Luongo qui, je pense qu'il est rendu à 37 ans, le bon Roberto. Ça doit être quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe son âge, 38 ans, Roberto. Ouais, ça commence à se faire vieux un peu. Je pense qu'en plus, à 6,7 millions, je pense que c'est... C'est élevé un peu. Ben voilà. Donc, on revient aux défenseurs. Ton premier choix chez les défenseurs? Je vais y aller parce que c'est un des meilleurs choix qu'il y avait disponible et c'est en même temps le choix de la première équipe qui apparaît sur la liste par ordre alphabétique. C'est avec les Ducks d'Anaheim. C'est Sami Vatanen. Sami Vatanen, bon, probablement sinon le défenseur le plus talentueux qui est disponible. 26 ans, c'est dans la fleur de l'âge. Il peut encore donner plusieurs bonnes saisons à Las Vegas. En même temps, d'avoir passé son étape de jeunesse instable, il a un salaire qui est quand même relativement bas. 1,2 million. 1,2 million, c'est assez bas pour un joueur de sa trempe. Il a connu des bonnes saisons, est capable de produire à l'attaque tout en étant solide. Je pense que si on regarde les statistiques de sa dernière saison, 24 points, ce qui est respectable, mais plus 3, donc un défenseur qui pourrait être fiable dans les circonstances, je pense que ce sera un bon choix pour... Ouais. Moi aussi, j'ai pris Sami Vatanen. Il y a beaucoup de gens qui penseraient peut-être prendre Manson à la place de Vatanen chez les Ducks, mais je pense que Vatanen a prouvé beaucoup plus de choses, puis il est plus stable dans la LNH. C'est vraiment un défenseur sur qui on peut compter. Puis aussi, c'est vraiment un défenseur européen type. Il patine bien, bouge bien avec la rondelle, est rapide, a un sens du jeu incroyable. Fait que je pense que pour George McPhee, c'est un no-brainer de prendre Vatanen. Ça, c'est mon opinion. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que comme tu l'as dit, c'est le défenseur probablement avec le plus de talent. Tu sais, on parle de talent pur, là. Ouais. Je pense que chez les défenseurs disponibles, c'est vraiment lui qui ressort du lot. Et puis des joueurs disponibles, si on fait un parenthèse vite sur l'attaque, les joueurs disponibles en attaque sont pas aussi alléchants. Non, exact. Sont souvent plus jeunes. Donc je pense que de bâtir une défense qui sera pas forcément dans la trentaine, mais qui sera un peu plus vieille pour avoir cette solidité-là pour l'équipe, ça peut être possible. Donc à 26 ans, moi je trouve que c'est un très bon choix. Puis comme tu le dis, a des qualités de patineur et de vision de jeu qui sont intéressantes. Ton deuxième défenseur? Le deuxième défenseur dont je parlerai, ce serait Cody Franson, que j'ai pris des Sabres de Buffalo. Pourquoi j'y étais avec Cody Franson? Encore une fois, j'y étais quand même avec un âge pas respectable, pas trop avancé, 29 ans, ça va. Une bonne taille, un bon physique, 6 pieds 5, 224 livres. C'est imposant. C'est imposant, voilà. J'ai regardé les statistiques des différents défenseurs qui avaient disponibles avec les Sabres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait un Zach Bogosian de disponible aussi. Mais un Zach Bogosian avait une fiche de moins 19 en défense, alors qu'un Cody Franson a moins 5. Je suis conscient, Zach Bogosian a probablement affronté les meilleurs trios des équipes adverses tout au long de la saison. Mais en général, si on regarde dans sa carrière en général, Cody Franson, même en ayant joué 3 saisons à Toronto, 2 à Buffalo, il a un moins 9 de ratio général, alors que Bogosian en a moins 73. Ce qui est quand même assez flagrant comme différence. Donc je me suis dit, il y a de moins gros risques malgré les 3 ans qui séparent les deux hommes. Je pense que c'est plus avantageux d'y aller avec un Cody Franson qui peut être un défenseur solide sur la deuxième paire de défense, par exemple. Ouais, moi aussi, j'ai pris Cody Franson, notamment pour les raisons que tu as énumérées, mais aussi Franson, on se rappelle, lorsqu'il était agent libre, c'est un des joueurs les plus attrayants. Puis c'est pas pour rien, c'est un défenseur qui est bon offensivement, qui est imposant, qui est responsable dans sa zone. Puis je pense que c'est un choix logique de prendre lui, notamment, tu sais, chez les Sabres, comme tu l'as dit, Bogosian, un peu moins fiable. J'ai un peu moins de confiance en lui, personnellement, quand il est sur la patinoire. Je pense que Franson est beaucoup plus fiable des deux côtés de la patinoire. Fait que je pense que, surtout à 3 millions, c'est un salaire, je veux dire, c'est pas je me répète, mais c'est pas un énorme risque. Non. Pour George McPhee, à 3 millions pour un défenseur numéro 2, si on le place dans cet ordre-là, je pense que pour lui, ce serait un choix logique. Oui, tout à fait. Non, effectivement, c'est un très bon choix. Puis de toute manière, quand il a fait son passage à Nashville, il était quand même dans les 4 top défenseurs d'une défense qui, depuis quelques années, est reconnue. Ouais. Donc, puis il commençait sa carrière là, donc il a été bien formé, effectivement. Exact.
Ton troisième défenseur? Comme ça, rapidement, mon troisième défenseur, ce serait Jason Demers. Pas spécialement que j'en ai des moins bons qui s'en viennent après, mais simplement parce que pour moi, une défense doit produire à l'attaque, mais en même temps, elle doit être solide. Et Jason Demers, pour moi, c'est ce profil, c'est ce type de joueur. 29 ans encore une fois, pas très vieux, mais pas trop jeune non plus. Dernière saison, il a eu 28 points dans ses meilleures récoltes, mais il a déjà eu 34 points à San Jose en 2013-2014, donc il est capable de produire en attaque. Peut-être un peu à travailler sur la fiabilité défensive, on l'a vu dans la dernière saison avec moins 14, mais du reste, en carrière, il est plus 25, bouge bien la rondelle, bonne mobilité malgré ses 6 pieds 1 pouce. Bon, à jouer avec San Jose, donc il a eu de l'expérience en série, mais en même temps il est passé par Dallas, il est passé par la Floride. Moi je pense que c'est un bon choix, encore une fois, pour une solidité. Je l'ai mis troisième défenseur, mais ce serait vraiment deuxième voire troisième paire, pas la première paire. Parce que surtout que Demers, j'ai senti la saison dernière qu'il avait été vraiment limité, parce que devant lui il y avait Ekblad, Petrovic, Pissick et Yandel, fait qu'il pas vraiment pu prouver de quoi il était capable. Non, effectivement, du tout. Alors que je pense qu'avec un peu plus de responsabilité, ce joueur-là peut aller prouver des choses. Ton quatrième défenseur maintenant? Mon quatrième défenseur, pour le nom, c'est Michael Del Zotto. On commence à rentrer dans le fait que je choisis des défenseurs aussi et des joueurs, des fois, qui sont les meilleurs disponibles en s'imaginant qu'ils ne seront pas forcément de l'équipe de Las Vegas, mais peut-être dans les échanges. Pour moi, Michael Del Zotto, qui jouerait sur une troisième paire de défense, c'est potable. C'est potable, mais pourrait aussi servir de monnaie d'échange pour des équipes qui n'ont pas le repêchage d'expansion, mais qui auraient besoin d'une défense. 18 points la saison dernière, c'est pas sa meilleure saison en termes de récolte de points. On sait qu'à Philadelphie, il a déjà eu une récolte de 32 points, New York 37, donc on sait qu'il est capable. Peut-être ce qu'il aurait à travailler, c'est la fiabilité défensive. C'est là que je me dis que peut-être, étant donné que les joueurs qu'on a énumérés avant sont capables de produire offensivement, ce sera un joueur dont on se servirait dans un échange, parce qu'il a 26 ans, parce qu'il est jeune, parce qu'il est capable défensivement, plus que de le mettre dans mes joueurs. Mais c'est quand même un joueur qui serait intéressant à la défense. Parce que même depuis le début de sa carrière, on s'entendait à de grandes choses, notamment son année recrue, il avait tout fracassé. Ouais. Mais là, avec il a bougé, il était à New York, maintenant il est à Philadelphie. Je pense qu'à 26 ans, il y a encore beaucoup de choses à prouver. C'est pas un joueur fini, loin de là. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à prouver au reste de la Ligue nationale en ce qui a trait à ses performances, puis est-ce qu'il est capable de jouer à ce niveau-là, à ce rôle-là qu'on peut lui donner. Parce que là, à Philadelphie, il n'était pas le défenseur numéro 1. Il y a eu moins de responsabilités à quoi on s'attendait avec l'arrivée notamment de Gus Disbeer. Oui, tout à fait. Mais je pense que de le relancer dans une nouvelle équipe, ce serait juste bon pour lui. Sauf qu'en même temps, je ne sais pas si Vegas est un marché fait pour lui parce qu'on lui connaît des problèmes un peu hors glace. Ouais. Il peut être distrait par des facteurs hors glace. Est-ce que Vegas est un bon marché pour Del Zotto? Je ne le sais pas, mais est-ce qu'il est capable de donner plus que ce qu'il a donné au cours des dernières années? Assurément. Assurément, et puis c'est sûr. Et puis comme je dis, est-ce que Las Vegas va le sélectionner? Et si elle le sélectionne, est-ce qu'elle va le garder? Rien n'est sûr. Parce que c'est un bon jeune défenseur qui peut combler les trous de plusieurs équipes. Donc, et à 3,75 millions, autant pour Las Vegas, c'est pas un énorme risque encore une fois, autant ça se met bien dans un échange, c'est pas un contrat. Exact, surtout avec le repêchage qui arrive en 3 jours. McPhee peut le monnayer pour un choix de deuxième, troisième, quatrième ronde, peu importe, mais c'est une bonne monnaie d'échange. Puis même s'il compte pas nécessairement sur lui dans sa brigade défensive au début de l'année, s'il peut avoir quelque chose en retour. C'est quelque chose qui pourrait être effectivement intéressant. Ouais. Donc ton cinquième défenseur? Comme cinquième défenseur, j'irais parler de Lucas Biza. Encore une fois, j'y vais avec des noms connus. Lucas Biza à 2,7 millions, moi, fait partie vraiment de l'équipe de Las Vegas. Bon, c'est pas le joueur le plus offensif. Il a eu une bonne saison en 2011-2012 avec Anaheim avec 24 points. Mais c'est pas un joueur défensif. C'est plus un joueur qui a développé une meilleure fiabilité défensive à travers les années. Je regardais dans ses années recrues, des moins 11, des moins 5. A seulement été moins 1 l'année dernière. Je dis seulement parce que c'était avec Vancouver, c'est une équipe qui en a quand même qui en a arraché, et qui a eu des difficultés. Donc à moins 1, je trouve ça assez respectable, surtout qu'il a affronté des bonnes équipes. 27 ans encore une fois, un bon âge, 6 pieds 2, 209 livres, peut être physique. Moi je pense que c'est un choix qui cadre avec Las Vegas et qui, admettons, ne serait pas du goût des autres personnes, peut toujours encore une fois servir de monnaie d'échange. Moi aussi j'ai pris Lucas Biza pour une seule et unique raison.
il n'y avait personne de mieux à Vancouver. C'est la seule unique raison. Parce que Zbiza a été décevant. On s'attendait beaucoup de choses de lui. Mais il n'a pas livré la marchandise. Je crois qu'il est dans un petit marché qui va pas super bien, comme tu l'as dit. Fait, est-ce qu'il y avait d'autres choix à Vancouver? Pas vraiment. Il y avait peut-être Reed Boucher ou Ryan Miller. Mais Ryan Miller, je pense qu'il gagne 5 millions, le bon Ryan. 5 millions pour un gardien, non. On en revient à la même chose qu'un Luongo. Exactement. Un très bon gardien, mais trop vieux et trop cher. Fait, est-ce que je voudrais dans mon équipe absolument un gars comme Zbiza? Non. Dans les circonstances, est-ce que c'est le meilleur joueur disponible à Vancouver? Ouais. Oui. Fait, oui, en début de carrière, on y trouvait certaines qualités, sauf qu'il n'a pas été capable de continuer à les exploiter, en fait. T'sais. Non, effectivement. À la base, c'était plus un défenseur offensif qu'on s'attendait et qui n'a pas complètement assumé son rôle. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, je le nomme parce qu'il est connu, mais peut-être qu'il ferait partie d'une monnaie d'échange. Ouais, tout à fait. Sixième défenseur. Je pense pas mal que ce serait un régulier dans ma défense. C'est Brendan Dillon. OK, de San Jose. De San Jose, exactement. Qui avait connu des bonnes séries l'année dernière jusqu'en finale contre les Pingouins. Là. Exactement, avait connu de très bonnes séries. Encore une fois, je me suis basé sur une équipe qui est jeune, qui peut non seulement peut produire maintenant, mais peut en même temps être à long terme sur une équipe qui vient de se créer, donc qui aura besoin peut-être de quelques années pour construire un meilleur noyau. 6 pieds 4, 230 livres, c'est énorme, c'est un monstre à la défense. 26 ans seulement. 26 ans seulement, exact. Donc c'est ce que je disais. C'est pas un défenseur offensif du tout. Non. Vraiment reconnu pour être un défenseur défensif. Mais dans un club, il faut que tu penses avoir des défenseurs qui ont des rôles différents. Tu peux pas avoir juste des attaquants, des défenseurs offensifs. Là. Offensifs. Non, effectivement, de toute manière, dans mon optique, je ne construis pas une équipe à la Nashville avec des défenseurs très offensifs. Je veux quand même des joueurs qui sont capables de jouer. Ce serait le genre de joueur qui prendrait beaucoup de minutes sur le désavantage numérique, qui accompagnerait peut-être dans un cas extrême un Cody Franson ou un Sami Vatanen pour leur permettre de prendre plus de risques. Ce serait ce genre de joueur parce qu'à 26 ans il est clairement capable de patiner encore, il a de l'endurance, tu le fais jouer en désavantage numérique, tu le fais jouer quand il faut que tu protèges l'avance d'un but en fin de match, défenseur fiable, physique, prendre la place donc devant le filet, mais aussi être capable de bloquer les tirs, il le prouve à San Jose. Donc vraiment ça c'est un choix qui pour moi c'est pas un gros contrat, donc on peut servir de monnaie d'échange, mais c'est pas le genre de monnaie d'échange. C'est vraiment le genre de joueur que j'ai choisi pour qu'il fasse partie de mon équipe de Las Vegas. Puis il y a l'expérience de la finale de la Coupe Stanley qui est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable du tout, et puis de beaucoup de matchs de série, parce que même si les Sharks, à part jusqu'à l'année dernière, sont reconnus pour avoir plus de difficultés en série, il a quand même participé à beaucoup de matchs de série. Et maintenant, on est rendu au septième choix, exact. 7e choix, qui pour moi, dans mon ordre, va être Brayden McNabb. Brayden McNabb, donc, de Los Angeles. Los Angeles avait plusieurs joueurs alléchants au niveau des noms. Des Iginla, des Gaborik, des Dustin Brown, mais des joueurs qui étaient vieux et qui en ont peut-être un peu tiré de la patte ces dernières années. Et je pense que Brayden McNabb, à l'inverse, a 6 pieds 4, 212 livres, 26 ans. C'est un défenseur, encore une fois, fiable défensivement. C'est pas un joueur qui est reconnu pour faire beaucoup de points. Même s'il a déjà connu une saison de 24 points, c'est pas son rôle, mais c'est un joueur qui est excessivement fiable défensivement. Même chose, accompagner un joueur offensif, prendre des minutes en désavantage numérique, à la fin d'un match protéger une avance, bloc des tirs, solide devant le filet, va pousser les adversaires, peut jouer dans les culottes vraiment des bons joueurs adverses. C'est pour cette raison que j'ai choisi, et encore une fois ça c'est le genre de joueur qui ferait partie de mon équipe, que je ne chercherai pas à échanger, que ce soit régulièrement dans l'alignement ou s'il a de la compétition, de temps en temps aller voir des matchs dans les gradins, mais c'est un joueur qui selon moi serait très intéressant pour Las Vegas et George McPhee. Maintenant, est-ce que tu avais 8e défenseur maintenant? J'ai un 8e défenseur. Mais qui vont être plus des rôles, disons, qui vont être moins déréguliers dans ton alignement. Moins déréguliers, à moins que, dans le cas qu'il soit sélectionné, et des camps d'entraînement intéressants. Et qu'un Del Zotto soit échangé, par exemple. Par exemple, qu'un Del Zotto serve de monnaie d'échange pour aller chercher plus d'attaques, dans ce cas-là, deviendrait plus régulier. Donc le premier, selon moi, c'est Jamison Oleksiak, des Stars de Dallas. Les Stars de Dallas avaient eux aussi quelques noms qui auraient pu être intéressants, des Cody Eakins, mais simplement j'ai en face de moi un défenseur de 24 ans, encore très jeune,
6 pieds 7, 255 livres. Un armoire à glace. Une armoire à glace, exactement. Peut-être une petite crainte, c'est son moins 17 en carrière en défense. Mais, ceci étant dit, il joue avec Dallas depuis le début. Dallas, en 2014-2015, a été une très bonne équipe. Mais c'est pas tout le temps la très bonne équipe défensive. Et à 24 ans, il est encore très jeune. Donc je pense qu'il peut encore s'améliorer en défense. Est-ce que c'est le genre de joueur que je vois plus défensivement? Oui. Pas tellement offensif, je pense pas. Pourrait surprendre, mais selon moi, c'est plus défensif. Advenant le cas d'un échange d'un Michael Del Zotto ou d'un Lucas Biza, peut devenir un défenseur régulier. Mais sinon, c'est plus un joueur que je vois dans les gradins de temps en temps venir combler des trous ou en cas de blessure, c'est de la profondeur. Jimmy Oleksiak, oui, qui est frère de Penny Oleksiak, qui a gagné 4 médailles aux derniers Jeux Olympiques à Rio. C'est dommage qu'elle soit pas aussi performant que sa sœur dans son sport, mais bon. Parenthèse intéressante pour sportif. Maintenant, on est rendu à ton... Est-ce que tu as d'autres défenseurs? Oui, j'ai encore d'autres défenseurs. Comme j'ai dit, j'ai une dizaine de défenseurs. Okay. Le prochain dans ma liste est John Merrill. C'est un nom que j'ai découvert. John qui? John Merrill. Effectivement, pas très connu. C'est le joueur de New Jersey que j'ai choisi. Effectivement, il y aurait eu Dillac qui m'a fait hésiter. En Michael Camilleri, je l'ai rapidement tassé. C'est quoi son nom? Comment ça? John Merrill. M-E-R-R-I-L-L. Dans la catégorie où des joueurs étrangers. Ben... Étrangers, voici John Merrill. 6 pieds 3, 205 livres, 25 ans, 1,7 million de dollars pour la défense. Bon carrière pour la AHL ou un bon substitut dans les gradins. Pas tellement une valeur d'échange, donc c'est vraiment plus de la profondeur que j'irai chercher parce que rien d'intéressant à New Jersey qui me ferait aller prendre autre chose, et en même temps d'autres équipes qui pourraient offrir de meilleurs défenseurs d'assurance et de meilleurs défenseurs de profondeur ont d'autres joueurs qui m'intéressent. Et qui sait si un joueur qui ne s'est pas développé dans une organisation ne peut pas se développer dans une autre. Dans une autre, exactement. C'est un nouveau marché. Autant l'équipe pourrait ne pas performer comme on l'attendrait, Las Vegas, autant New Jersey, c'est pas l'attrait numéro 1 dans la Ligue nationale. Puis de ce que je vois ici, c'est un gars de la côte ouest américaine. Peut-être pas connaît le marché, mais vient de la place. Fait, je veux dire, c'est ni un bon ni un mauvais choix. Je veux dire, il faut avoir des défenseurs de secours, dans le fond. Et puis, je pense que John Merrill, que je viens de découvrir... Il faut toujours découvrir. Il y a des joueurs comme ça. Ton prochain défenseur, maintenant? Prochain et dernier défenseur, qui sera Griffin Reinhart des Oilers d'Edmonton. Un joueur qui tarde à se développer, je dirais. Ouais. On s'attendait à beaucoup plus de lui quand les Highlanders l'avaient repêché, si je ne m'abuse, 4e au total en 2012. On s'attendait à plus, 6 pieds 4, 212 livres, gros gabarit, mais peut-être pas l'éclosion qu'on a espéré. A pas encore joué beaucoup de matchs non plus en Ligue nationale. Faut dire qu'à 23 ans, il y a encore place à beaucoup. Donc, arrive dans une nouvelle équipe qui a besoin de talent, qui a besoin d'essayer des choses, peut connaître un bon camp d'entraînement, peut prendre la place d'un des vétérans que j'avais nommé, peut combler un trou s'il arrive un échange d'un Lucas Biza ou d'un Michael Del Zotto comme j'ai nommé, et peut donc s'installer parce qu'à 23 ans, il est encore très jeune. Moi aussi, je l'ai sur ma liste, Griffin Reinhart, oui, des Oilers Edmonton. Reinhart, comme tu l'as dit, qui tarde à se développer, mais qui avait très bien fait au championnat mondial junior des moins de 20 ans. Un gros colosse qui joue physique, qui est toujours en quête de son premier but en carrière dans la LNH. Mais comme on l'a dit tantôt, il faut des défenseurs de toutes sortes et qui ont des rôles différents. T'sais. Je pense que Reinhart est un bon choix. 23 ans, tu l'as dit, jeune. Il est loin de son pic. Mais je pense que c'est un défenseur sur qui on fonde beaucoup d'espoir, de moins en moins. Sauf qu'on peut compter sur lui comme étant un défenseur dans l'avenir qui peut rendre de précieux services à une équipe. Pour une équipe qui commence, c'est un bon choix qui peut devenir un futur talent dans la Ligue américaine. Même si à 23 ans, futur talent est un peu vieux, c'est encore faisable. Donc, répète-moi tes choix là, pour les défenseurs. Là. Donc, dans l'ordre desquels ils sont notés, j'ai eu Cody Franson, Jason Demers, Braden McNabb, John Merrill, l'inconnu,
Lucas Biza, Sami Vatanen, Jamison Oleksiak, Michael Del Zotto, Brandon Dillon et Griffin Reinhardt. Le mot qui me vient en tête lorsque je pense à ta sélection, c'est jeunesse. C'est jeunesse. C'est jeunesse. Ouais. Parce que même si on compte pas nécessairement beaucoup d'expérience, ce sont des jeunes qui sont en développement ou qui vont se développer bientôt. Puis pour une organisation nouvelle, c'est ce que ça prend. Pour moi, ouais, je vois et je comprends les gens qui disent que Las Vegas peut avoir une bonne équipe compétitive dès le début de l'année, comparé effectivement à quand on a eu le repêchage d'expansion pour Columbus ou pour Nashville, qui ont mis du temps à se développer, mais je ne les vois quand même pas être d'énormes prétendants au trône, donc autant aller pour un peu de jeunesse quand même. Je vais y aller de mes autres choix pour les défenseurs. Donc j'avais déjà comme toi Vatanen, Franzen, Isbissa. Un autre défenseur que j'aime bien, qui vient de mon équipe, Joe Morrow des Bruins de Boston. J'hésitais entre lui ou Colin Miller, mais vu les défenseurs que j'ai, ça me prenait un défenseur un petit peu plus offensif. Entre les deux, je pense que Morrow l'est plus, a plus de capacité, est plus rapide, il est plus petit, mais Morrow a démontré de belles choses chez les Bruins. A jamais vraiment réussi à trouver sa place, mais c'est un défenseur en qui je fonde beaucoup d'espoir et que j'aime énormément voir jouer. Alors je pense que c'est un bon choix pour George McPhee, puis je pense pas que chez les Bruins, on est prêt de toute façon à y faire une place comme on est prêt à la faire pour Colin Miller. Donc je pense que pour ça, Joe Morrow serait mon choix. Puis à 832 000, très petit risque, voilà. Effectivement. 24 ans, intéressant choix, très jeune. Mon autre défenseur, le capitaine de la formation de Las Vegas, Niklas Kronwall, que j'ai pris à Détroit. À 6 millions, c'est un gros salaire, mais Kronwall, on le sait, c'est un gars imposant, qui frappe, qui n'a pas peur de jouer physiquement. T'sais, il a connu les bonnes années des Red Wings de Détroit, il a l'expérience de la game, il sait comment ça fonctionne, puis je pense que dans le vestiaire, ça prend un gars comme ça, qui a du vécu, puis un gars comme Niklas Kronwall, je pense qu'il peut assumer ce rôle-là de leader de l'équipe. Mais ne penses-tu pas qu'à 36 ans, et avec la saison où il a quand même été blessé la dernière saison, ça ouais, mais je pense que pour démarrer cette équipe-là, puis de bien partir les jeunes, je pense que c'est la personne sur ma liste, en tout cas, de ce que j'ai sous les yeux, qui peut gérer le mieux ce rôle-là, de le jouer. Tu sais, Kronwall, oui, je sais qu'il est vieux, il a une historique de blessures plus ou moins intéressante, mais je pense qu'il peut encore offrir du bon jeu, puis s'il peut continuer sur la lancée qu'il y avait la saison, pas celle qui vient de se terminer, mais l'autre d'avant, je pense que c'est un judicieux choix pour George McPhee. Effectivement, dans une ville de Las Vegas, de toute manière, ça va prendre un peu de stabilité. Ouais. pour les jeunes qui vont s'y amener. Voilà. J'avais Reinhardt aussi comme toi. Mon autre défenseur, Éric Gélina, du Colorado, défenseur québécois format géant, à 1,5 million, a connu des hauts et des bas lors des 2-3 dernières saisons. Sauf qu'en tant que défenseur défensif, qui peut aussi jouer un avantage numérique au point d'appui, je pense que cette polyvalence-là peut faire en sorte que George McPhee le sélectionne. Quoiqu'au Colorado aussi, c'est probablement l'un des... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose là, que Colorado nous offrait. Joe Sakic a fait une liste peu attrayante là, pour George McPhee. Je trouve que j'aime beaucoup Gilna, ce qu'il a fait au New Jersey notamment. Et je pense qu'à la place de George McPhee, je le prends dans mon équipe. Là. Ouais. Je comprends tout à fait. Puis effectivement, comme tu dis, toujours un bon choix défensif. Gélina, quand même assez fiable en défense. Voilà. L'autre choix, c'est Matt Dumba. Au Minnesota, j'hésitais on va y revenir tantôt, là, j'hésitais entre lui et Stahl. Mais vu la liste que j'avais en attaque puis les défenseurs offensifs qui me manquaient, parce que j'ai beaucoup de défenseurs défensifs, Matt Dumba est un choix logique là, pour moi. Si tu prends pas Stahl, ben tu prends Dumba. T'sais. C'est un défenseur physique qui a pas peur d'aller dans les coins, même s'il est quand même de petits gabarits. Là, je vais avoir son ouais, 6 pieds, mais 6 pieds, voilà. Pour un défenseur, ce qui n'est pas énorme. C'est un petit tough dans le fond. Là. Ouais. T'sais, il a prouvé des belles choses jusqu'à maintenant. Il peut jouer il peut jouer en attaque aussi. C'est un défenseur qui peut marquer des buts. Puis pour moi, c'est un no-brainer. Là, 2,3 millions. Puis à 22 ans. 22 ans, exact. Effectivement. Puis on sait que c'est un joueur calibre LNH qui peut jouer là de façon permanente. Fait que je pense qu'avec
Vatanen, c'est mes deux gars en avantage numérique. Ouais, tes deux premiers gars, ouais, tout à fait, je le vois. Non, effectivement, j'ai beaucoup hésité moi aussi parce que Eric Staal était très alléchant pour ce qu'il a été capable de refaire cette année, comme ses caractéristiques de leader et son salaire très peu élevé. Mais effectivement, Matt Dumba aurait été un choix, sinon. Logique, là, ouais. Mon autre choix que je m'explique encore mal, mais qui dans les circonstances, je dirais pas vraiment le choix de le prendre, c'est Tobias Enstrom. À Winnipeg, joueur qui je pense que il y a plus de mieux derrière lui que devant lui, là. Tobias Enstrom, sauf que je pense qu'il peut encore rendre de bons services à une organisation de la LNH. Je vais juste te donner ses stats. Qui a connu quand même une bonne carrière, Tobias Enstrom, qui a connu des bonnes saisons, notamment en avantage numérique, où il peut être un gars sur qui l'entraîneur peut se fier. En 676 parties dans la LNH, il a 302 points. Ce qui est très respectable. Ce qui est très respectable pour un défenseur comme lui. 5 pieds 10, 180 livres. Petit gabarit, je trouve que c'est un marchand de vitesse. Ce gars-là, à 32 ans, je suis pas sûr qu'il finit. Même si je pense qu'à 5,75 millions, je pense pas qu'il vaut ça, là, honnêtement, Tobias Enstrom. Non. Sauf que c'est un gars qui peut amener de l'expérience. Puis si je regarde la liste chez les Jets de Winnipeg, il n'y avait pas vraiment d'autres gars. Peut-être Sean Matthias ou Mark Dano qui auraient pu être là, mais j'avais besoin de défenseurs. Puis je pense que Tobias Enstrom peut encore jouer un rôle de 4e ou 5e défenseur. Ouais. Quoi qu'un 4e défenseur à 5,75 millions, c'est énorme. Sauf que je veux dire, voilà. Tobias Enstrom est un bon choix pour moi. C'est un gars que j'aime jouer, qui est rapide, qui a aussi un style de jeu très européen, entre guillemets. Là. Mais voilà. Mon autre défenseur, le joueur que je prends chez le Canadien de Montréal, Brandon Davidson. Ah oui, Brandon Davidson. Davidson qui n'a pas connu un séjour très positif à Montréal, sauf que j'ai regardé plusieurs parties des Oilers. Puis c'est un gars qui, je pense, peut prouver de belles choses. C'est un défenseur rapide, imposant, il a une bonne stature. À Montréal, on l'a pas fait jouer, fait que c'est difficile d'évaluer son travail de fin de saison. Mais quand je l'ai vu jouer à Edmonton, j'ai été impressionné par ce gars-là. Encore jeune, fait beaucoup d'erreurs en zone défensive. Sauf qu'il peut être un gars, je veux dire, il peut être un 7e, 8e défenseur pour une jeune organisation. Puis il pourra se développer à travers cette organisation. Ouais, tout à fait. À 25 ans, il a encore de l'espace, du temps pour se développer. Puis à 585 000, je veux dire, c'est pas un gros risque. Puis au pire, tu l'as dit tantôt, t'en as beaucoup parlé, mais ça peut être une monnaie d'échange. Ouais, tout à fait. Des équipes qui veulent bloquer un trou, qui veulent boucher un trou de 7e défenseur. Je pense que ça peut être un bon choix à ce prix-là, oui, de prendre Davidson. Surtout chez les Canadiens, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait peut-être Thomas Plekanec. Si je suis Montréal, est-ce que je veux me débarrasser de Plekanec? Absolument. Si je suis McPhee, est-ce que je veux Plekanec? Non. Personnellement. Là-dessus, je pense qu'on va différer, mais je vais expliquer mon choix plus tard. Et mon dernier défenseur, Trevor Van Riemsdyk. Ouais. Un défenseur qui a joué dans l'organisation des Blackhawks de Chicago, qui est bien rodé, qui a l'expérience, il sait à quoi ça doit ressembler une équipe gagnante. Un gars de grande stature, surtout à 750 000. On se répète, mais c'est pas un gros risque. Donc, Van Riemsdyk, je pense que c'est un bon défenseur droitier que je peux voir sur une 3e paire, qui peut jouer en désavantage numérique. Donc, je pense que pour ça, ce sera un bon choix pour George McPhee. Je sais pas ce que t'en penses de Trevor. Je sais qu'on en parlait tantôt, c'était lui ou Kruger, dans le fond. Kruger, ouais, c'est simplement parce que j'avais déjà eu des choix de défenseurs qui avaient été faits, mais effectivement, à 25 ans, c'est un défenseur qui est très alléchant. On regarde ses stats en général, en 158 parties, plus 12. Je suis sûr qu'il a joué avec les Blackhawks, mais donc justement, il a eu de l'expérience avec ces équipes-là. Et tu sais, l'expérience, ça s'achète pas. T'sais. Non, effectivement, surtout en série. Quand tu côtoies des Duncan Keith, Brent Seabrook, Jonathan Toews, Patrick Kane, bon, on les nommera pas tous, mais on connaît l'organisation à la mentalité gagnante des Blackhawks. Je pense que c'est juste un acquis là, pour le bon Trevor. Alors, je répète mes défenseurs. Sami Vatanen, Joe Morrow, Cody Franson, Niklas Kronwall, Griffin Weinhart, Eric Gilina, Matt Dumba, Tobias Enstrom, Brandon Davidson, Lucas Biza et Trevor Van Riemsdyk. Voilà. Très bon choix quand même. Maintenant, les attaquants. Les attaquants. Ton premier choix, si c'était George McPhee, tu sélectionnerais qui? Ben, dans le fond, dans les attaquants, c'est vraiment l'endroit où j'ai fait le plus. Je vais prendre le talent disponible, tant en jeunesse que en ce que ça pourrait m'apporter comme échange. Et aussi, c'est le meilleur joueur disponible dans cette équipe-là. Je vais y aller avec ça.
en même temps d'avoir certains joueurs qui pour moi font clairement partie de l'équipe. Pour moi, Tomáš Plekanec, et je vais commencer par lui parce que beaucoup n'aiment pas ce Tomáš Plekanec ou voudraient le voir partir de Montréal, donc à l'inverse ne jugent pas intéressant de l'avoir dans une équipe. Je dois reconnaître qu'au salaire de 6 millions, c'est énorme pour un joueur de son âge, 34 ans, et dont la production offensive a relativement baissé dans la dernière saison. Ceci étant dit, c'est un joueur qui a, dans un marché comme Montréal, et surtout avec une équipe comme Montréal, qui n'a pas souvent eu beaucoup d'attaques, qui lui a fait souvent changer d'ailier, a réussi à maintenir une moyenne de 50-60 points dans les dernières saisons, sauf la toute dernière où il a eu 28 points, je reconnais. Donc c'est un joueur qui, pour moi, est capable de surprendre encore, même à 34 ans. On le voit patiner quand il est motivé, il a de l'endurance, il a de la vitesse, il est capable de donner des points, et surtout, c'est une arme fatale en défense. Le joueur par excellence en désavantage numérique, le centre par excellence pour écouler du temps, non seulement par son expérience, par son intelligence hockey. Pour moi, c'est un choix qui était à Montréal le plus intéressant pour George McPhee. C'est pas un joueur qui va être échangeable à cause de son contrat énorme, mais je me dis qu'il lui reste une année de contrat. En 2017-2018, à la fin de la saison, il va devenir agent libre. Donc, pas d'obligation de le garder pour très longtemps. Je vais te nommer les qualités de Tomáš Plekanec. Okay? Voilà. Il y a aucune à mon avis, il n'y a aucune qualité de Plekanec parce que c'est un joueur fini qui suit plus le rythme. On le voyait sur la glace, il avait l'air perdu, il cherchait la rondelle, il cherchait ses repères. Oui, il y a peut-être encore l'intelligence du jeu, mais il suit plus la rondelle. Il est plus capable de jouer, à mon avis, à ce calibre-là. Surtout chez le Canadien, on l'utilisait comme deuxième centre. Je pense qu'il n'a plus ce rôle-là à jouer. Il l'a bien fait dans les 10 dernières années là, pour le CH, mais c'est plus un gars sur qui on peut se fier. À 34 ans, surtout qu'en série, il arrête. Lui, les 82 matchs sont finis, il prend ses vacances puis il est parti. Là, je veux dire, il est pas là en série. T'sais, ici, j'ai sa affiche là. Lors du printemps, lors du tournoi printanier, oui, il est à moins 22. Ce gars-là, il est au bout du rouleau quand les 82 matchs sont terminés. Puis je pense pas que c'est le genre de joueur en plus qui est un leader dans le vestiaire. Je vois pas nécessairement qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Las Vegas. Sauf qu'on peut pas remettre en doute son expérience. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'expérience. Ouais. 921 matchs dans la LNH, capitaine de l'équipe de République tchèque dans les tournois internationaux. Sauf que sur la glace, l'expérience, c'est pas elle qui compte début. T'sais. Non, c'est pas elle qui compte début, mais tu vas voir qu'avec mon équipe, c'est pas non plus à lui que je demande de compter début. Je lui donne vraiment le rôle défensif qu'on lui connaît. Et c'est pas mon deuxième ni mon premier centre, c'est vraiment mon troisième centre. C'est pour ça que je prends un risque avec. Et comme je dis, je précise que malgré son énorme contrat, c'est un contrat qui pour Las Vegas ne sera que d'1 an. Donc ce n'est pas un énorme risque. Puis pour atteindre le plancher salarial, ça te prend des gars comme ça. Ça prend des gars comme ça, effectivement. OK. Ton deuxième attaquant maintenant. Là, je vais rentrer plus dans des choix qui sont logiques, des bons joueurs. Des bons joueurs, et je vais rentrer dans ce qui va faire mes premières lignes d'attaque. Donc, mon premier centre, selon moi, pour son expérience et pour sa renaissance, c'est Eric Staal. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de personnes qui vont se pencher sur qui repêcher des joueurs du Minnesota vont hésiter entre Dumba, sa jeunesse, son talent, et Eric Staal. Mais Eric Staal, à 32 ans, 6 pieds 4, 208 pouces, c'est un gros bonhomme, c'est ton gros centre numéro 1. Il a prouvé, en acceptant un plus petit salaire, en allant au Minnesota, qu'il était encore capable de jouer. Il est revenu des morts, là, littéralement. 65 points. On le croyait terminé, mais... Et il est sorti. Et il ne faut pas oublier que on a nommé à 34 ans les 921 matchs de Tomáš Plekanec, mais à 32 ans, 1011 matchs, 846 points, et surtout une coupe cette année derrière lui. Ouais. Non, Eric Staal, qui est un choix judicieux, comme on le disait tantôt, au Minnesota, c'est lui ou Dumba. T'sais, les deux, c'est deux bons choix. C'est deux choix auxquels on ne pourra pas être déçu, parce que tout va dépendre dans le fond, de ce que McPhee recherche et de ce qu'il a besoin, dans le fond. Ouais. Mais non, Eric Staal est un super bon choix. Moi, j'ai pris Dumba. T'as pris Staal. Je respecte ça parce que c'est tout un joueur de hockey. Là. C'est tout un joueur. Un centre de 6 pieds 4, je pense que toutes les équipes en ont besoin. L'autre raison, c'est que, bon, toi, ton Niklas Kronwall et ton meneur de vestiaire, pour moi, ça va être Eric Staal qui va mener cette jeune équipe. Le seul hic que j'aurais avec Eric Staal, c'est que je pense que sa renaissance au Minnesota est due au fait qu'il n'est pas l'attrait numéro 1 en attaque. Et que s'il le redevient,
à Las Vegas et qu'il est à nouveau entouré de jeunes comme c'était le cas en Caroline, il aura peut-être plus de difficultés. Mais qui sait, pour moi, à 3,5 millions pour Eric Staal, c'est... Sauf qu'il sait c'est quoi être un poster boy dans un petit marché, tu sais. Exact. Donc, est-ce que ça va l'étouffer ou au contraire, ça va le faire renaître à nouveau? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est sûr que c'est un choix, oui, judicieux. Et puis, advenant le cas que ça ne fonctionne pas, encore une fois, 3,5 millions pour un Eric Staal. Ah, c'est exact. Une valeur d'échange qui est assez facile. Pour un premier centre, surtout à 3,5, c'est voilà. Plutôt acceptable. Voilà. Maintenant, ton autre attaquant. Mon autre attaquant, je vais y aller avec ce qui s'avérerait être mon premier ailier, qui serait TJ Oshie. Mm-hmm. Alors, pour moi, je sais, c'est un des 3 joueurs que j'ai sélectionnés qui n'a pas de contrat. Qui est agent libre à la fin. Qui est agent libre. Donc, ce serait simplement d'aller le chercher pour avoir le droit de négocier avec. Est-ce que TJ Oshie voudra retourner à Washington? C'est une possibilité. Quand même une forme de bon trio. Mais TJ Oshie me semble plus de quelqu'un qui va chercher de l'argent que d'aller chercher vraiment une équipe. Okay. D'autant plus que malgré le fait qu'il a joint une excellente équipe par les Washington, il n'a pas eu le parcours espéré en série. TJ Oshie qui est un joueur absolument incroyable, qui est un attaquant de puissance, qui a des mains hallucinantes, une vision du jeu extraordinaire. Explosif, tout à fait. Un gros colosse aussi, TJ Oshie qui est capable de jouer physique. Tout à fait. Et tu l'as mentionné aussi, vu qu'il n'y a pas de contrat, ce que George McPhee pourrait faire aussi, c'est si Washington veut absolument le re-signer, ben, il peut prendre les droits de Oshie et les rééchanger à Washington aussi. Ouais, c'est des deals qui peuvent être faits. T'sais. Exact. Ou peut-être que, dans le fond, il ne faut pas oublier qu'on l'a pris un peu en considération, mais peut-être que, justement, Washington ne pouvait le protéger, mais voulait le protéger, alors il a déjà obtenu un choix en retour. Mais ceci étant dit, selon moi, sans me faire sans mettre de si, je pense que ce serait un très bon atout à l'attaque. Ah, absolument, absolument. Ton autre attaquant maintenant. Alors, l'autre ailier que j'y mettrais serait un Ryan Strome. Mm-hmm. Moi aussi, j'allais pris. Des Islanders. Pour moi, c'est pas une question. Ryan Strome, 23 ans. Très jeune. 6 pieds 1 pouce. C'est un bon gaillard, à presque 200 livres. 126 points en 258 matchs. Je pense que Ryan Strome serait capable d'en faire plus. Selon ce qu'on s'attendait, quand même 5e choix au total en 2011, mais j'attends encore beaucoup. Puis à 23 ans, encore une fois, il peut se développer, surtout s'il repart à 9 dans une nouvelle équipe. Puis c'est drôle que tu parlais de TJ Oshie juste avant, parce que je trouve que c'est le même type de joueur. Tu sais. Ouais. Un droitier, un attaquant de puissance qui a une garnotte, mais toute une garnotte. Là. Ouais. Tu sais, il peut la mettre dedans à plusieurs reprises. Puis je pense qu'à 832 000, c'est un jeune joueur qui n'est pas à haut risque, mais je suis certain que ce gars-là a beaucoup de choses à prouver, parce que notamment les Islanders l'ont jamais fait jouer, ils n'ont jamais donné une chance. Pas la première chance, non. Ce gars-là, dans le junior, a tout cassé. Là. Non, on sait que c'est un bon joueur de hockey, il faut seulement qu'il soit bien entouré et qu'on lui laisse la chance de faire des erreurs puis de jouer. Oui, effectivement. Puis comme je dis, à 23 ans, il peut encore se développer et devenir un excellent joueur. Si dans 3 ans, qu'est-ce qui peut arriver? Une saison peut tout changer. Moi aussi, j'avais Ryan Strome, donc voilà, je ne critiquerai pas ton choix. Cette fois-ci, pas du tout. On est d'accord. Maintenant, ton 4e attaquant. Là. Mon 4e attaquant... juste revenir là, 2 petites secondes, je regardais ça. Là, si ta première vague d'avantages numériques, c'est Staal, Oshie, Franzen, Vatanen et peut-être un Strome... Pas désagréable. C'est incroyable là, c'est pas désagréable avantage numérique. Là. Non, tout à fait. C'est là que je dis que oui, je suis d'accord dans un certain sens que Las Vegas a cette équipe a devant elle de très bons choix de repêchage d'expansion. Donc voilà, une très bonne ligne d'attaque, effectivement. Pour ma 2e ligne, je vais commencer par celui qui serait un de mes ailiers, ce serait David Perron. Des bons choix disponibles quand même dans les Blues. C'est pas l'équipe qui nous a offert le moins de choix, mais je pense que c'est même pas une question. 29 ans, 6 pieds, encore une fois, bon gabarit pour un ailier. Capable de transporter la rondelle, capable d'appliquer de bonnes mises en échec. On s'était dit qu'il avait peut-être ralenti quand il avait fait un détour par Pittsburgh et par Anaheim, mais justement avec Anaheim, quand il a été échangé de Pittsburgh vers Anaheim, 20 points en 28 matchs, et là cette année 46 points en 82 matchs. C'est pas son plus haut total, il est capable d'en faire plus,
mais c'est quand même respectable et je pense que sur une deuxième ligne, ça peut être une arme. Moi, j'ai pas pris David Perron parce que je pense personnellement que ce joueur-là a pas mal plafonné. J'explique pourquoi. Il se cherche depuis les dernières saisons. Puis à Pittsburgh, il jouait avec Crosby, ça marchait pas. Il jouait avec Malkin, ça marchait pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu joues avec Crosby, puis Malkin, t'es incapable de produire. Je vois pas par quel moyen il pourrait produire, en fait, s'il produit pas avec ces deux joueurs-là. Là. Non, effectivement. C'est là-dessus que j'ai basé mon attaque et c'est un risque. Mais sur une deuxième ligne, pourquoi pas? Sur une deuxième ligne, pourquoi pas. J'ai des possibilités de troisième ligne. Quand t'as 4,5 millions, c'est un peu cher pour jouer sur une troisième ligne. Sur une deuxième vague, je veux dire, il peut bien bouger la rondelle, il y a des mains. Ce serait une possibilité. Et puis, dans le fond, c'est parce que, et j'apporte mon prochain choix, qui serait mon choix de centre numéro 2. C'est... Excusez-moi, j'hésite. Oui, c'est William Karlsson des Blue Jackets. J'ai hésité parce que j'avais Joachim Nordstrom et Joachim Nordstrom serait plus un joueur complémentaire. William Karlsson, Columbus Blue Jackets, vient de connaître une saison très potable. Bon, vous allez me dire, comme deuxième centre, 25 points, c'est pas beaucoup, je sais, mais il a 24 ans. Il mesure 6 pieds 1. Encore une fois, ça ferait une grosse ligne de centre derrière Eric Staal. Puis il a prouvé qu'il avait de bonnes capacités, une bonne vitesse surtout parce que on sait les Blue Jackets ont été excessivement rapides. C'est le genre de joueur qui m'intéresserait de voir évoluer sur un poste de deuxième centre. Non seulement ça, devant lui il y avait Cam Atkinson, Dubinsky, Foligno, Hartnell, Jenner, Sad Wenberg. Donc c'est difficile de faire sa place en tant qu'attaquant, je veux dire, offensif. Oui, quand tu sais. C'est difficile de se prouver quand tu as tous ces gars-là devant toi. Voilà. Si tu joues sur une troisième, quatrième ligne, tu joues 6-7 minutes par match, c'est difficile de produire comme il est capable de le faire. Comme il est capable de le faire, à mon avis. Exactement. Et puis, bon, si on regarde les autres années d'avant, c'est tout simplement qu'il n'avait pas une équipe qui était aussi intéressante. Et puis, à 925 000, non, c'est pas du tout un risque. Et puis, il est échangeable, donc si jamais il y a quoi que ce soit, pour moi, ce serait pas un problème. Ton prochain attaquant maintenant. Prochain attaquant, puis ce serait lui qui, selon moi, pourrait peut-être venir faire une petite compétition à notre ami William Karlsson. C'est... Je vais y arriver. C'est Brian Boyle. Ouais, un joueur que j'aime énormément. C'est surprenant, à son âge, 32 ans, de vouloir le mettre comme deuxième centre, mais il a toujours produit en jouant peu de temps, troisième, quatrième trio. C'est un gros joueur, il est énorme. 6 244 livres, flanqué de deux ailiers rapides, comme un Perron d'abord, ou si on lui ajoutait un Ryan Strome qui peut être rapide. Ça peut être un très bon joueur. Je veux dire, si on regarde ses statistiques en carrière, il a déjà eu des saisons de 25, 26, 35 points à New York, alors qu'il jouait sur un troisième, il faut préciser. Brian Boyle, c'est un joueur que j'aime énormément, notamment à cause de son jeu au cercle, au cercle des mises au jeu. Il est extrêmement fiable. L'année passée avec Toronto, une équipe jeune, il est encore capable de suivre le rythme. En série, a été sans faille pratiquement, là, vraiment bien joué. Puis tu l'as dit, c'est un gros colosse. Je pense que sa moustache pèse 10 livres. Pour vrai, ce gars-là est tellement gros, ça n'a aucun bon sens. Puis il prend de la place, puis il est capable justement de créer cet espace-là pour ses autres joueurs. Parce que même s'il est gros, il est peut-être moins rapide, il est capable de jouer avec la rondelle. Tu sais. Brian Boyle, c'est un gars que je prends dans mon équipe n'importe quand. Ce qui m'a fait reculer, par contre, la raison pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est parce qu'il n'est pas sous contrat. Tu sais. Effectivement. C'est peut-être ce qui m'a fait reculer un petit peu. Mais sinon, assurément que c'est un joueur que je veux dans mon équipe n'importe quand. Là. Ouais. Surtout dans ton cas, je pense à Plekanec. J'aime beaucoup mieux Boyle sur la première vague de désavantages numériques que Plekanec. Personnellement. Mais Effectivement, les deux sont capables. Ouais, tout à fait. Maintenant, t'as ta troisième ligne maintenant ou tu vas-tu par ligne ou là, je me perds un peu parce que ton bottom 9. C'est mon deuxième centre qui a été difficile et puis j'ai un troisième choix qui pourrait aussi rouler. C'est pas très bon, je sais, de se baser là-dessus pour comme deuxième centre d'avoir des possibilités puis faire des essais. Mais j'ai pas trouvé
Mieux que ça. Et de toute manière, c'est tous des joueurs qui peuvent être, je veux dire, William Carson, Brian Boyle, s'il a un contrat de 1,5 million, des joueurs qui peuvent être échangés. L'autre joueur donc qui pourrait rivaliser pour le poste de deuxième centre, c'est Marcus Kruger. Tu as choisi Trevor Van Riemsdyk tout à l'heure. J'avais une défense assez consistante, dont je suis plutôt fier. J'avais pas besoin de Trevor Van Riemsdyk. Et pour moi, Marcus Kruger, c'est une très bonne possibilité. Il est bon au centre des mises au jeu, bon défensivement, extrêmement rapide. Puis comme Van Riemsdyk, qui vient d'une organisation gagnante. T'sais. Gagnante, exactement. On a une saison de 26 points, une saison de 28 points, alors qu'il joue clairement derrière des Ossa, des Taze, des Kane. Anisimov, Panarin, etc. Là. Exactement. La dernière saison, 17 points, c'est pas sa plus haute récolte, mais il est capable de nous produire et je pense que de lui offrir à 27 ans une première chance, vraiment, ça pourrait être intéressant. Et tu dis 27 points, c'était pas son rôle non plus, tu sais. Non. Quand t'as Taves devant toi et Kane. Absolument pas. Sur la première ligne, la deuxième ligne, c'était Anisimov, Panarin, oui, c'est ça, et Kane. C'est pas son rôle de le faire parce qu'il y a des gars devant lui qui le faisaient. Fait que lui, c'était de défendre son territoire, puis de bien jouer défensivement, puis je pense qu'il l'a bien fait. Là. Effectivement. Et puis, de l'autre côté, la manière dont il joue, par contre, me donne l'impression qu'avec un rôle plus offensif, il serait capable de le prendre. Donc, mon poste de deuxième centre est vraiment une compétition et en espérant que la compétition crée un effet bénéfique sur ces joueurs. T'as maintenant tes alliés pour ta troisième ligne. Pour finir dans mes ailiers, je manquais peut-être un peu d'inspiration. J'ai été choisir un Pontus Aberg de Nashville. Ouais. Quand on regarde ses stats, effectivement, il a rien d'impressionnant. Il n'y a rien qui peut faire dire ah oui, effectivement, c'est un bon choix. Seulement, il l'a explosé durant les récentes séries. En série, il a été impérial. Et je veux dire, la tâche n'était pas mince quand il est arrivé qu'il a fallu qu'il remplace un Ryan Johansson ou un Mike Fisher pendant qu'ils étaient blessés. Il y en avait beaucoup sur les épaules, surtout pour cette équipe. Il y avait le vent dans les voiles avant que ce joueur-là se blesse. Il y avait un rôle assumé qui était pas facile, puis il l'a super bien fait. Puis c'est un marchand de vitesse, ce gars-là. Exact. À 5 pieds 11 pouces, on s'attend pas à ce qu'il plaque. On s'attend pas à ce que ce soit lui qui donne les grosses mises en échec. Mais 23 ans, il peut encore surprendre, surtout étant donné les récentes séries qu'il a eues. Ouais, puis il débute sa carrière en fait dans la LNH. Ouais. Pour lui, il y a juste du bon devant lui, puis c'est un excellent choix que tu as fait. Effectivement, de toute manière, ses détracteurs vont dire qu'il a seulement 5 points en 18 matchs. Comment peux-tu parler de bonnes playoffs? Mais c'est à partir de la ronde finale, quand Johansson s'est blessé, qu'on l'a vu monter sur les Parce trios. qu'avant, il n'y avait pas de place pour lui. Il était 3e ou 4e trio. Donc, encore une fois, comment faire des points? Non, c'est difficile. Après Pontus Aberg, un autre qui pourrait peut-être être un bon choix à l'aile serait Troy Brouwer. Moi aussi, je l'ai, lui, Troy Brouwer. Qui serait pour moi un de mes vétérans dans cette équipe. Il porterait le A? Probablement qu'il porterait un des A. Tout simplement parce qu'à 31 ans, en ayant passé par évidemment Chicago, avec qui il a remporté la coupe et qui avait joué un rôle déterminant dans cette on s'en souvient, c'était un des gros joueurs justement, Troy Brouwer, que ce soit avec Washington, c'est des équipes gagnantes, Saint-Louis aussi, et c'est un joueur qui a quand même eu des saisons 26, 40, 36 points, 43, c'est un joueur très respectable, 31 ans, peut être considéré, si l'on veut, comme vieux. Oui, mais il a encore du bon hockey à donner. Il a encore du bon hockey à donner. Bon, certains de ses détracteurs vont dire 4,5 millions pour un joueur de sa trempe, c'est peut-être un peu cher, mais comme on l'a dit, moi j'ai pris des jeunes, donc j'ai besoin de quelqu'un qui va venir compléter. L'expérience, comme on l'a dit, ça s'achète pas. Puis Brouwer a cette expérience-là. 102 matchs en séries éliminatoires. Exact. Puis non seulement ça, c'est un attaquant physique. Tu sais, quand on dit un attaquant de puissance qui est gros, puis qui libère la place pour les autres attaquants sur sa ligne, c'est le joueur idéal. Brouwer, c'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui peut même jeter les gants à l'occasion. Il a peur de rien, il a peur de personne. Pour moi aussi, je l'ai pris, c'est un choix logique. Le choix, c'est les Flames, qui est à mon avis le plus évident. Brouwer, un gars que je veux dans mon équipe, qui avait été extraordinaire dans la première conquête des Blackhawks. Non, vraiment un joueur que j'apprécie énormément, puis qui, je pense, pour développer un nouveau marché, est un joueur qu'on aime voir jouer. C'est un gars sur qui on peut se fier, surtout chez Gérard Galland, là, qui va être l'entraîneur des Golden Knights. Ouais, vraiment un bon choix. Puis voilà. Tout à fait.
Maintenant, on est rendu à ta 4e ligne, si je ne m'abuse. Ou quatrième ligne, on tourne beaucoup. Là, j'en suis dans des points où il faudrait, comme je dis, c'est des valeurs qui à l'attaque, je trouvais, étaient non seulement soit pouvaient créer un esprit de compétition puis faire des lignes équilibrées, ou simplement servir de valeur d'échange avec justement ajouter à des choix si on en a récupéré beaucoup, ou pour aller chercher des choix. Je trouvais que c'était des bonnes possibilités. Moi, je poursuis avec Sean Matthias, un joueur que j'aime beaucoup regarder jouer avec Winnipeg. 6 pieds 4, 231 livres. Je continue avec une équipe qui quand même est pesante, et grande et imposante. 29 ans, donc c'est pas très vieux. 524 matchs d'expérience, 171 points, capable de produire en attaque, même si c'est pas son rôle numéro 1. Je pense que sur une 3e ligne, ça peut être très potable. Et ça, c'est un des braves qui joue encore sans visière. Alors ça, c'est un tough, puis Matthias, c'est un gros joueur de centre qui est dans le bottom 9 aussi. Exact. Je veux dire, qui roule entre la 3e et la 4e ligne. Tout à fait. Un choix qui, je veux dire, ni bon ni mauvais, il faut boucher des trous, puis il en faut des gars de même dans chaque équipe. T'sais, des plombiers, il en faut dans toutes les équipes. Exact. Donc, voilà. Puis à 29 ans, comme tu l'as dit, à 6 pieds 4, 231. C'est une armoire à glace lui aussi. Voilà. Puis déjà 524 matchs dans la LNH. Rien à dire sur ce choix, mon Damien. Prochain choix maintenant pour des attaquants. On va continuer dans le genre imposant, dans le genre est capable de produire, mais même si c'est pas son premier rôle, c'est Cédric Paquette, du Lightning de Tampa Bay. Ils avaient quelques choix intéressants à la défense, mais encore une fois, j'ai eu une bonne défense, donc j'ai été avec Cédric Paquette, qui était selon moi le choix le plus alléchant. C'est un centre, pourrait jouer sur le 3e, le 4e trio. 198 livres, 6 pieds 1, c'est pas le plus gros, mais quand même un bon centre. 23 ans, comme j'ai dit, c'est jeune. Et il a prouvé qu'il est capable de marquer quand même. Étant donné qu'il a toujours été cantonné à un rôle de 3e ou 4e rôle, de 4e centre, 181 parties, 41 points. C'est potable. Moi aussi, je l'ai pris, Cédric Paquette, parce que l'année passée était un petit peu plus tranquille. Sauf que à sa saison recrue, notamment en série, il avait été extraordinaire. C'est un joueur comme on les aime. Tu sais, je trouve que c'est le même style un peu que Jonathan Marchessault aussi. Ces petits joueurs, surtout québécois, il y en a beaucoup des comme ça, qui n'ont pas peur d'aller dans les coins, qui aiment jouer, qui sont des leaders, puis qui ont peur de personne. Tu sais. Puis c'est ce joueur-là qui est difficile, comme l'expression le dit, qui est difficile à jouer contre. Ouais. T'sais, c'est un gars que tu veux pas avoir dans tes pattes, un bon joueur de 3e, 4e trio, bon à des avantages numériques, qui a un bon coup de patin. Puis moi aussi, je l'ai pris pour ces raisons-là, parce que c'est un gars que j'apprécie énormément. Puis je pense qu'à Tampa Bay, il n'a pas su se développer comme il aurait pu, parce que devant lui, il y avait des bons joueurs aussi. Voilà, exact. Tampa Bay, il y avait beaucoup de joueurs dans ce style-là, petits, qui aimaient foncer au filet, puis des bons petits joueurs robustes. Puis Cédric Paquette je pense plus qu'il fit dans cette organisation-là. En tout cas, il fit de moins en moins. Puis pour Vegas, c'est un plus, dans le fond, de l'avoir dans ses rangs. Tout à fait. Ton autre attaquant maintenant qui complète l'alignement partant. Je dirais que pour moi, ce serait un Tom Pyatt. De manière surprenante, on l'a vu passer à Montréal. Il n'a pas été. On l'a vu passer, mais il fallait pas cligner des yeux parce que. Il est très rapide. Et c'est ça que je trouve d'intéressant. Joueur énergique pour le 3e ou 4e trio. On va y mettre des joueurs plus robustes, plus gros que lui, parce qu'à 5 pieds 11, 185 livres, c'est quand même ce qu'on considère dans la Ligue nationale un poids plume. Mais il est capable d'aller chercher la rondelle. Il bouge. Et moi, je retiens surtout sa dernière saison. 23 points sur un 3e ou 4e trio à Ottawa en 82 parties. C'est plutôt intéressant. A quand même, sur 327 matchs de jouer, 40 parties en séries éliminatoires. Donc c'est impressionnant. Pour moi, c'est un joueur qui peut en apporter. Puis je l'ai vu jouer quand même plus régulièrement cette année avec Ottawa. M'a agréablement surpris. À 30 ans, peut être un leader, vétéran, qui va poser ses bases. C'est pas reconnu pour quelqu'un qui fait la fête, quelqu'un de sérieux, de posé. Je pense que ce serait un bon choix pour compléter cette formation partante. Rien à dire là-dessus, pas mal d'accord avec ce que tu as dit. Tes autres attaquants maintenant, je vais pour ceux qui restent. Conclure, tu vas me détester de le mettre à la position peut-être de joueur pas sûr, Matt Beleskey. Ben non. Il peut produire du côté physique. Lui aussi, un brave qui joue sans visière. 29 ans, encore jeune dans la circonstance. 6 pieds, 203 livres. C'est un bon gaillard.
a eu 2 bonnes saisons, Anaheim et Boston, 32 points et 37 points. Je pense qu'il est rendu avec un contrat un peu trop gros pour ce qu'il est capable de faire à 4 millions. Dans la même vague des Andrew Shaw, des Brandon Prost et des David Clarkson qui ont signé des énormes contrats parce qu'ils avaient eu des bonnes saisons et qu'en même temps ils étaient très imposants. Mais je pense que c'est un joueur qui peut venir de temps en temps revigorer dans un match plus physique, aller chercher, capable de se battre aussi. Moi, je pense que c'est un bon joueur d'attaque à avoir dans son équipe. Moi, ce gars-là, je suis beaucoup les Bruins parce que c'est une équipe que j'aime énormément. Je trouve que c'est une des gaffes les plus majeures des dernières années chez les Bruins. Il a connu une bonne saison, ce gars-là. Il a marqué 20 buts avec les Ducks parce qu'il jouait avec Corey Perry et Ryan Getzlaf. Sinon, ce gars-là est invisible sur la glace, ne suit plus le rythme, en tout cas, le suit de moins en moins. C'est pas un gars que j'aime particulièrement. Rien contre je veux dire, le gars, mais son style de jeu, je trouve je l'aime pas. C'est un gars que j'aime pas beaucoup. Il en offre vraiment pas beaucoup pour le salaire qu'il fait. Il a donné un gros contrat, 4 millions par année. Il vaut tellement, mais tellement pas ça. Il est effacé, il joue sur la 3e ligne présentement à Boston. Donc, tes arguments, j'écoute ce que tu dis, mais je veux dire, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que c'est un gars qui, à mon avis, c'est un gâchis, en fait. Disons-le ainsi. Mais bon, si tu le veux, vas-y faire, mon gars. Combler la masse salariale. Oui, c'est un gars qui peut atteindre le plancher, mais un peu comme dans le style de Plekanec. Il gagne beaucoup trop pour ce qu'il offre. Effectivement, mais ça, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il a profité en fait de sa bonne saison, puis du fait que les Browns est une équipe qui aime les joueurs robustes, pour s'en aller là puis ramasser le magot en fait, mais non, c'est pas un joueur qui m'intéresse plus que ça. Voilà. Et est-ce que ça complète ta liste? Il m'en reste 2 joueurs, rapidement. Jamie McGinn. Bon, à 3 millions, Jamie McGinn, je le trouve cher aussi. Mais bon, c'est l'Arizona, donc là-bas, c'est une vedette. Sans blague, c'est pas une vedette, mais c'est un de leurs bons joueurs. 28 ans, je me suis dit, c'est dans l'âge, ça peut être un vétéran. 6 pieds 1 pouce, 205 livres. Bon, mais il a fait 184 points. Joueur de 3e trio typique, 4e trio. Pour moi, qui fera plus tourner l'effectif que faire partie de l'alignement partant. Mais moi aussi, Jamie McGinn, j'allais dans mon équipe. Je trouve que tu l'as mis un peu bas par contre, 3e trio. Moi, je le vois sur un 2e trio. Joueur très rapide, qui n'a pas vraiment eu sa chance, surtout au Colorado où il était avant. Ouais. Je pense que c'est un gars qui peut en donner beaucoup. C'est un joueur d'énergie. Mais à 3 millions sur un 2e trio, je trouve ça potable. Puis je pense qu'il peut encore faire de la job, surtout à Las Vegas, surtout dans une équipe où je parle pour toi, là, où c'est une équipe de jeunes. Je pense qu'il pourra suivre le rythme, puis pas à peu près à part de ça. Fait que non, je pense que McGinn, tu l'as même mis un peu bas, je trouve, le 3e trio, 4e trio. Là. Mais c'est sûr t'avais 2 bonnes lignes d'attaque, là, peut-être qui fitaient moins, mais dans mon équipe présentement, c'est un gars que je vois jouer en avantage numérique, peut-être sur une 2e vague. Là. Ok. Ouais. Mais c'est un gars que j'aime énormément, Jim McGinn, puis c'est un. Non, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça complète. Veux-tu nous répéter en fait il m'en reste un dernier, okay. C'est Joachim Nordstrom. Là, je veux dire, la Caroline. Est-ce que c'est important de le nommer? Pourquoi prendre en Caroline? Ouais. À part Edilac, effectivement, moi je vois rien d'intéressant. Des fois on prend le meilleur, mais là t'as pris le moins pire. Ouais, le moins pire. Mais bon, j'ai regardé ses stats, 25 ans, 6 pieds 1 pouce, 42 points, 207. Il n'y a rien cassé, mais je veux dire. C'est potable. Ouais. Ça peut être encore une fois un joueur qui, sur un 3e trio, peut surprendre. Allez, ça peut remplacer dans ce cadre de plusieurs blessures parce qu'il est jeune et parce qu'il est quand même rapide. Peut aller remplacer momentanément un attaquant sur la 2e ligne, mais c'est plus un joueur de soutien. Voilà. Donc, veux-tu nous répéter tes attaquants? Ben, tout à fait. Mes attaquants sont Eric Stahl, Thomas Plekanec, Pontus Aberg, Ryan Strome, David Perron, Cédric Paquette, TJ Oshie, Sean Matthias, Jamie McGinn, Matt Beleskey, Troy Brower, Joachim Nordstrom, William Carlson, Marcus Kruger, Brian Boyle et Tom Payette. Je suis plus fier de ma défense que de mon attaque. Je reconnais que peut-être j'aurais pu laisser tomber Jason Demers pour aller chercher un Jonathan Marchessault et avoir possiblement plus d'attaque. Mais pour moi, Marchessault, une bonne saison, pas encore assez sûr. Voilà. Même s'il n'a pas un gros contrat, donc c'est pas un gros risque, remarque. Mais ceci étant dit, je regarde mon attaque et je me dis qu'elle est toujours meilleure que celle de la Caroline. Donc je n'ai pas à me plaindre. Mais encore une fois, comme ta défense, le mot qui me revient quand je pense à ton attaque, c'est jeune, énergie, polyvalence. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Très bonne équipe.
pour ma part, j'ai été plus vers l'expérience. Ouais. Vers les vétérans, parce que je pense que ça prend cet équilibre-là de jeunes et de plus vieux. Puis c'est ça que j'ai choisi comme option. Je ne sais pas si McPhee va faire ça, mais je pense que dans un marché où on développe de nouveaux joueurs, on développe une franchise, ça prend des gars qui ont du vécu et de l'expérience. Puis j'ai opté un petit peu plus, quitte à négliger un petit peu plus la vitesse ou justement cette polyvalence-là de jouer sur plusieurs trios. J'ai été vers l'expérience. Donc, McGinn, on l'a nommé, tu l'as pris, je l'ai pris. Brouwer aussi. Un autre joueur que tu n'as pas pris, mais que je trouve extrêmement bon, extrêmement utile et que j'ai appris à aimer dans les dernières séries avec Columbus, c'est un gars qui s'appelle Josh Anderson. Anderson, qui est un marchand de vitesse, malgré son gros gabarit, je vais te trouver la taille, mais ce gars-là est énorme. Je veux dire, il vole pas sa place. Je vais trouver ça. Mais si tu as la chance de regarder des parties de la Caroline ou Las Vegas l'année prochaine, pas la Caroline, Columbus, des séries dernières et Las Vegas l'année prochaine, vu qu'il devrait y être, à mon avis. Attends, je vais te dire ça moi aussi, je le trouve. Josh Anderson. Tellement pas connu. Voilà, il est pas répertorié. Oui, non, c'est sans H. J'ai fait l'erreur dans ma recherche de mettre un H à son nom. 23 ans, voilà. 6 pieds 3 pouces. 6 pieds 3, voilà. 221 livres. Effectivement. Parce que j'étais chez les Stars, voilà pourquoi je ne le trouvais pas. Josh Anderson, oui, exact. Désolé pour ce petit inconvénient, mais oui, bon. 6 pieds 3, 221 livres, seulement 23 ans, en série cette année, 2 points en 5 matchs. Bon, c'est pas énorme, mais les 5 matchs qu'il a joués, sa présence physique était importante. Contre un club, contre les Pingouins, qui était extrêmement rapide, il arrivait à suivre. Puis il y a des gars de ESPN aussi, puis TSN qui l'ont mis dans leur équipe. Donc je pense que c'est un attaquant de puissance qui peut jouer sur une deuxième ligne d'attaque sans problème. Puis c'est un gars que j'ai appris à aimer, puis que j'ai découvert, puis que maintenant, que j'aime beaucoup, là. Puis que je veux dans mon équipe si je suis George McPhee. Maintenant, mon autre attaquant, c'est Cody Eakin. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Il a connu une bonne saison, sauf qu'il jouait avec Tyler Seguin et Jamie Benn. Ça aide, tu vas dire. Sauf que je pense que c'est un gars qui a encore du bon hockey à donner. À 2,3 millions, c'est raisonnable. Puis dans un nouveau marché, je pense qu'il va pouvoir se développer parce qu'avec les Stars, bon, cette organisation-là donne l'impression qu'elle s'en va nulle part. Même si on des gars comme Seguin et Ben. Mais Eakin, c'est un gars qui peut être bon sur une troisième ligne d'attaque pour les Golden Knights. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Troisième ligne d'attaque, c'est ça, effectivement. C'est pas ton top. Non. Effectivement. Mais il a quand même eu des saisons de 40 points, 35 points. Donc c'est potable. Je sais que j'avais hésité. Avec lui et Alexiak, là. Ouais, exact. Mais Jamie Alexiak m'a donné une jeunesse puis une petite profondeur à la défense, plus un contrat un peu moins gros. Mais effectivement, Cody Eakin, très bon choix. Mon autre attaquant, c'est Jonathan Marchessault. On en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'experts qui le mettent dans leur équipe. Il a connu une très bonne saison, plus de 30 buts la saison dernière. À 750 000, c'est pas vraiment un gros risque à prendre. Puis c'est un marchand de vitesse, ce gars-là. Puis il a joué à Tampa Bay, il n'a pas eu sa chance à tester l'autre marché floridien avec les Panthers. Puis il a connu une saison au-dessus des attentes, mais il a explosé les attentes. Là. Il les a défoncées. Puis ce qu'on pensait de lui, ça s'est appliqué. C'est-à-dire c'est un gars qui peut marquer des buts, c'est un gars qui patine extrêmement vite, qui n'a pas peur d'aller dans les coins, puis qui peut suivre le rythme de jouer sur les deux premiers trios. Là. Ouais, tout à fait. Il est capable de jouer sur les deux premiers trios, c'est sûr, comme centre. Un peu petit à mon goût pour un deuxième centre. Et bon, la truc qui me fait un peu peur, c'est sa fiabilité défensive. Il est capable, mais il fait des revirements. Il commet des revirements quand même régulièrement de ce que j'ai vu jouer. Et puis sa statistique de moins 31 en carrière en témoigne. C'est un gars que je suis depuis, dans le fond, qui joue avec les Remparts de Québec. Puis c'est un gars qui a une belle histoire. Puis il peut prouver plus que ce qu'il a fait dans le passé, notamment avec Tampa Bay où ça avait pas super bien été. Mais là, s'il peut continuer sur ce rythme-là, ça m'étonnerait qu'il marque encore plus de 30 buts. Je sais pas la stats exacte. 30 buts. 30 buts, exactement. Bon, 30 buts, exactement. Je pense pas qu'il va refaire ça l'année prochaine. Mais si à 750 000, il peut faire un 20-25 buts. Ben, 750 000, c'est un joueur bon, de quatrième trio. Voilà. Si tu le fais jouer sur ton deuxième et qu'il t'en marque 20-25, c'est excellent. Mon autre joueur, Dustin Brown, ancien capitaine des Kings. C'est un joueur dont je suis pas encore sûr que c'est une bonne décision ou pas, mais l'expérience, on se répète, ça s'achète pas. Gagner des Coupes Stanley, ce gars-là, puis c'était un ancien capitaine. À 3.5, il a beaucoup ralenti. Est-ce que c'est un gars qui voit encore ça, qui a les stats pour être payé à 3.5? Définitivement pas. Mais c'est un gars que je peux voir sur une troisième ligne d'attaque
qui peut encadrer des jeunes. Puis c'est un gars qui peut encore marquer des filets. S'il peut nous donner un 15-20 buts la saison prochaine, je pense que ce serait mission accomplie pour Dustin Brown. Là. Non, tout à fait. Puis dans ton équipe, dans ce que tu sembles donner jusqu'ici, il peut se retrouver sur la première, peut-être pas, mais sur la deuxième ligne. Et puis à la limite, s'il a une mauvaise passe, peut aller sur une troisième ligne. Ouais. Et quand même tellement physique. Combien d'années il a été le joueur qui distribuait le plus de mises en échec? Un joueur reconnu pour sa solidité. Voilà. Donc sur un troisième trio, pour de l'énergie, tout en ayant un brin de talent quand même. C'est très bon choix. Tout à fait d'accord avec toi. Un autre choix à Washington maintenant, Jay Beagle. Jay Beagle. Qui est un joueur qui pourrait jouer sur la 4e ligne ou qui pourra pouvoir aussi s'asseoir dans les estrades une fois de temps en temps, mais qui a beaucoup d'expérience, n'a jamais gagné la Coupe Stanley, mais à 1.45, il a encore du bon cas à donner. Il a joué avec Ovechkin, Backstrom, Kuznetsov, etc. C'est un joueur qui me fait pas tant d'effet, mais je veux dire, il fallait en prendre un à Washington. Puis je pense que Jay Beagle est un gars qui... Tout de même, 30 points la dernière saison. Tu sais, rien d'extraordinaire, il n'y a rien cassé, mais il fallait en prendre un. Alors, j'ai pris mais c'était un très bon choix. L'autre choix, un autre ancien des Capitals, Eric Fair à Toronto, qui est payé 2 millions. Je voulais Brian Boyle, mais le truc qui me faisait peur, c'était qu'il n'était pas encore signé. Exact. C'est pour ça que j'ai reculé encore une fois. Mais sinon, Eric Fair, qui a joué, qui a roulé sa bosse dans la LNH avec Toronto, Pittsburgh, Washington. Bon, un gars comme Jay Beagle, en fait, son ancien coéquipier, qui fait pas un effet extraordinaire, qui va réchauffer le banc des estrades à quelques reprises, j'imagine, mais qui peut faire qui peut rendre de bons services sur une 4e ligne. Et son expérience en série aussi n'est pas négligée. Et pas négligée quand même. Il a gagné une Coupe Stanley, la première des 2 de suite des Pittsburgh. Il était là-bas, il a participé quand même. Et puis, il a quand même eu des saisons de 39, 33, 31 points. Il est capable, dans la mesure du possible, de produire. Mon autre attaquant, on l'a dit tantôt, Cédric Paquette, ouais. du Lightning de Tampa Bay. Notre attaquant, celui des Blues, là, je sais que ça va peut-être paraître un peu bizarre comme choix ou loufoque, là. J'ai pris Cal Brodziak. Cal Brodziak est un gros attaquant à 1 million. Je veux dire, c'est quand même raisonnable pour un gars de ce calibre-là, de cette trempe-là. Il n'a rien cassé, mais c'est un gros gars qui peut jeter les gants. Fait que je pense que j'ai une équipe quand même solide avec Troy Brouwer et lui, qui sont deux gros gars, des gros attaquants, oui. Je pense que, tu sais, je veux dire, ça, c'est comme ma 4e ligne, là. Tu sais, ici, Beagle, Fair, Paquette et Brodziak, là, c'est comme mes gars mes plombiers, là. Ouais. Tu sais, c'est comme ma 4e ligne. Je pense que Brodziak a de l'expérience, avec les Blues notamment. Il a fait beaucoup de matchs en série. Je vais vous dire combien exactement, je sais pas si c'est devant toi. Oui, en carrière, il a 57 matchs, donc c'est pas à négliger non plus. Voilà. 57 matchs sur 766, ce n'est pas à négliger. 33 ans, à mon goût peut-être un peu vieux, mais à 1 million, comme tu dis. Voilà. Mon autre attaquant, un gars que j'aime énormément, qui est Pierre-Édouard Bellemare. Français d'origine, a connu un excellent tournoi de la Coupe du Monde en début d'année avec l'équipe Europe. A été un leader, a porté cette équipe-là, qui s'est rendu jusqu'en finale, puis était un élément super important. Bellemare qui joue à Philadelphie présentement, c'est un gars qui aime le hockey, il a toujours le sourire, c'est un compétiteur acharné, puis c'est un gars que je veux dans mon équipe qui est un leader incontesté. Là, je sais pas si tu as vu dans le tournoi du championnat du monde à la fin de l'année, Christophe Baluet jouait sa dernière partie, puis il a comme donné le joueur, en fait, il a été nommé joueur par excellence du match, mais il ne méritait pas, il l'a donné à Christophe Baluet parce qu'il méritait plus. Fait que ça, c'est un gars que tu veux dans ton équipe. Oh, ouais, effectivement. À 700 000, ce gars-là, dans mon équipe, porte le A, là, assurément. C'est un leader, puis c'est pour ça que je le veux dans les Golden Knights. Tout à fait logique. Un autre choix, maintenant mon ailier numéro 1, mon attaquant de puissance, mon gars qui va marquer tous les points, Bobby Ryan. Tu prends le risque. Je prends le risque Bobby Ryan à 6,5 millions sur la masse salariale, il va en gagner 7. C'est un joueur de hockey, à mon avis, qui est idéal quand il joue à son plein talent. C'est un gros gars, j'ai trouvé combien 6 pieds 2, 204 livres. Voilà. Il a un tir foudroyant, il a des mains agiles comme pratiquement personne dans la LNH. Avec Ottawa en série, il a été fumant. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, il n'y a rien à redire sur ses séries. 15 points en 19 matchs, il a été incroyable. Il a eu une saison, par contre, très en deçà des attentes. C'est juste un gars qui connaît des saisons soit très bonnes ou soit très décevantes. Mais je pense que dans un marché où il va être l'attaquant numéro 1,
Puis lui, c'est un gars qui vient de la côte ouest, là, même s'il a vécu, il est né au New Jersey, mais il a vécu son enfance sur la côte ouest américaine. C'est un gars qui connaît le marché, puis je pense que c'est un gars qui va fitter dans le moule d'une nouvelle expansion, puis c'est un gars qui veut l'attention, parce que je le connais pas personnellement, mais on sent que c'est un gars qui aime être sur les spotlights, qui aime la pression. Fait que je pense qu'à Las Vegas, c'est un fit parfait pour lui. Là. Mais n'est-il pas reconnu pour, même s'il est rendu à 30 ans, être un peu fêtard à Las Vegas, ça pourrait être dangereux. C'est pour ça que je te dis c'est un risque à prendre à 7 millions. Je trouve que si il est capable de jouer à son plein talent, puis s'il est capable de rester la tête au hockey, c'est un gars qui va tout casser à Las Vegas là, avec son attaquant numéro 1. En étant attaquant numéro 1, je pense que en tout cas, c'est mon attaquant de puissance. Là. S'il peut me faire un 30-35 buts, là, c'est parfait. Puis c'est un gars qui est capable de faire ça. Là. Ouais. C'est un ancien 3e choix ou 2e choix lors du repêchage de 2005 où Sidney Crosby avait été le premier choix. C'est un gars il est hallucinant, ce gars-là. Il n'y a pas d'autre mot. Là. C'est un excellent joueur de hockey. Puis c'est pour ça que je le veux dans mon équipe. Là. Quand j'ai vu qu'Ottawa le protégeait pas, là, je ne revenais pas parce que c'est un gars à Ottawa qui est hallucinant. Je pense que sa dernière saison a joué contre lui malgré ses séries. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il n'a pas été protégé par l'équipe. Mon autre attaquant, un attaquant rapide qui a à peu près 8 échappées par match, Michael Grabner, qu'on a pu voir dans les séries contre les Canadiens. Il était un petit peu plus effacé en série, sauf que c'est un marchand de vitesse hallucinant, un des patineurs les plus rapides de la ligue avec McDavid, Larkin puis Hagelin, là, probablement top 5. Avec les Islanders, il a connu des hauts et des bas, sauf qu'il est capable de jouer au hockey, ce gars-là. Là. Oh, et puis il est capable de marquer aussi. Ouais. Faut pas oublier, hein, malgré tout, on l'avait vu en 2010-2011, 52 points, 34 buts, 18 passes, avait beaucoup ralenti dans les dernières années, puis il est revenu avec New York, 40 points, 27 buts, 13 passes. Donc plus un marqueur qu'un passeur. Ouais. Puis dans un rôle plus réservé avec les Rangers, je pense qu'il était capable de montrer de bonnes choses, puis comme on l'a dit, c'est un gars qui passait extrêmement vite. Donc, je veux dire. En tout cas, moi, c'est le gars que je prends dans mon équipe pour les Rangers. C'est tout à fait logique. Puis à 1.6 ben, c'est ça. Puis s'il donne un 20 buts par année, c'est idéal pour un 1.65. Oui, tout à fait. Mon autre choix, c'était Ryan Strome. On en a parlé tantôt. Et mon dernier choix, des Prédateurs de Nashville, Colton Sissons. Qui est un élément clé dans les séries pour les Prédateurs, qui est encore jeune, il n'a pas prouvé grand-chose jusqu'à maintenant. Mais lui et Pontus Harberg ont pris la relève quand se sont blessés. Même s'il n'a rien prouvé, on sait que l'année prochaine, ça va être un joueur régulier dans la LNH. Peu importe si c'est avec les Predators ou avec les Golden Knights. À 625 000, c'est encore un... Je veux dire, il est comme dans le contrat recru. Là. Ouais, exact. Puis c'est un gars qui a porté littéralement l'attaque des Prédateurs pendant que Johansson n'était pas là, sur ses épaules. Là. Non, et puis on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que ça a été un coup de chance, mais peu importe. En carrière, en série, 32 matchs, 12 points, alors qu'il en a 20 en 109 matchs. Donc il est quand même capable d'élever son jeu et de pas s'écraser sous la pression alors qu'on lui demande d'en prendre un peu plus, étant donné la blessure d'un Mike Fisher et d'un Ryan Johansson. Et dans les séries, a réussi un tour du chapeau. Donc ce gars-là est capable de vivre sous la pression, puis je le vois très bien à Las Vegas. Ouais, tout à fait. Donc, curieusement, aucun des deux n'a pris James Neal. C'est bizarre, hein? Non. C'est comme l'attaquant le plus convoité, puis tout le monde est sûr qu'à Las Vegas va le prendre. Nous, on a fait fi de ça, puis on l'a pas pris. Je trouve ça cool. Parce que James Neal, là, je l'ai pas pris à 5 millions. Là. Surtout dans les séries, surtout en finale, on l'a pas vu partout. Exact. Ça a été une saison plus difficile. Même en série, il n'a pas tellement élevé son jeu. À 5 millions, vous me direz, j'ai pris Thomas Plekanec à 6 millions, mais je le trouvais un peu cher. Il est capable de marquer des buts. Enfin, je veux dire, oublions pas sa saison c'était à Pittsburgh, certes, mais de 81 points à Pittsburgh, 61, 58. Il a quand même 451 points en 632 matchs. Mais je le vois... Moi, personnellement, je le vois pas dans mon équipe. Non, moi non plus. Parce que je pense que c'est un gars qui a comme... Pas plafonné, mais je pense que le meilleur est derrière lui. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Quand on regarde ses statistiques, il a des bonnes statistiques, mais pas non plus des statistiques incroyables. Non, c'est ça, il y a rien d'hallucinant. toujours été accompagné de très bons joueurs. Ouais, donc, en étant le fer de lance d'une attaque, je ne pense pas qu'il va tout casser. Puis à 6'2", quand même gros attaquant, mais... Non, il n'y a rien qui m'attire chez lui, puis je l'ai trouvé très décevant dans les... Tu sais, je me suis dit, OK, Johansson n'est pas là, Fisher est vraiment amoché, James Neal va lever son jeu d'un cran en tant que bon vétéran. Il était en plus assistant capitaine. Exact. Donc, mais vraiment en série, il était décevant, surtout en finale où il n'a pas su lever son jeu d'un cran. Non. Alors, je te répète mes attaquants. Vas-y. McGinn, Brouwer, Josh Anderson, Cody Eakin, Jonathan Marchessault, Dustin Brown, Jay Beagle, Eric Fair, Cédric Paquette, Cal Brodiak, Pierre-Édouard Bellemare, Bobby Ryan, Michael Grabner,
Ryan Strome et Colton Sissons. Une très très bonne attaque. Ouais. Donc ça, c'est mon équipe. Comme j'ai dit, j'aime un peu plus de vieux joueurs. J'ai aussi des joueurs de petits gabarits. Ça, c'est ce que je me reproche à moi-même. Là, j'ai beaucoup de petits joueurs. C'est Beagle, Grabner qui est pas gros, Eakin qui est pas gros, Paquette, Marchessault, McGinn. Donc, je veux dire, ça, c'est peut-être à moitié, mais je pense que j'ai une attaque quand même qui est pas trop honteuse. Là, non, pas du tout. Encore une fois, Caroline, on aurait envie. Écoute, Damien, ça a été super cool de faire cet exercice-là avec toi. Ça a été super enrichissant. On a apporté des bons points. Puis c'est divertissant, comme on l'a dit pour les amateurs de hockey. C'est une expérience. Tout le monde fait ça, peu importe, voilà. Et tout le monde a très hâte à mercredi. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta présence. Ça a été super cool. Je vais juste plugger en terminant. T'es dans un band. Oui. Qu'on peut suivre sur différentes pages, là, j'imagine. Oui, dans le fond, il y a une page Facebook, c'est Two Miles Left. C'est un groupe des Laurentides qui quand même devient assez populaire, qui viennent de lancer leur EP qui s'appelle The Mixed Tape, un groupe de rock alternatif est très excellent. Voilà, sur Facebook, j'imagine qu'on peut vous suivre. Two Miles Left, exact, sur Facebook. Et puis on peut aussi se procurer l'album, l'EP physique, qui va très prochainement sortir aussi sur les réseaux différents. Donc on tue là-dessus. Amateur sportif, musicien, que voulez-vous de plus? On est diversifié et on a des passions. Bon, mais merci à toi. Merci à Number 22 Davy Arnaud Leblanc pour la musique originale. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle pour une autre édition de Jeunes d'aujourd'hui. Bye bye tout le monde.